Alors ce soir, une émission comme toujours particulière, un voyage, je vous convie à un voyage de 200 millions d'années en arrière. Ok, c'est un voyage qui vaut le coup, je pense, retourner loin, loin derrière, voir d'où nous venons et ce que nous foutons sur cette sacrée terre. Oui, une terre sacrée. Alors pour ce voyage, nous installerons, vous et moi, confortablement dans l'étrange machine à remonter le temps, qui est celle, croyez-moi réellement, d'une radio qui est placée dans la trajectoire, dans cette étrange machine, et à travers le hublot, on assistera au vidéoscope. Je considère cette radio pas simplement comme une radio pour les oreilles, mais aussi comme un vidéoscope, ou beaucoup plus que ça. Elle a une fonction holographique aussi, on la situe à plein de niveaux différents. Alors qu'est-ce qui peut signifier, et en quelque sorte particulariser ce que nous sommes, cette révolution de la conscience qu'on accomplit? Je pense à un neurologue qui disait, j'ai la phrase exacte quelque part, ici, je vais la trouver rapidement, voilà, c'est William Tiller, à une conférence au symposium de l'UCLA aux États-Unis, une conférence sur les guérisons, il disait « Nous subissons une transformation rapide. L'humanité de l'avenir se penchera sur son passé et dira que l'âge psychique a commencé dans les années 70. » Alors je vous convie une fois de plus à ce voyage sur les pistes circulaires qui permettent la découverte de soi et le retour profond à soi au grand mystère de la création et de l'univers. Alors, qu'est-ce qui va nous particulariser et monter très haut les couleurs tourbillonnantes de l'arc-en-ciel, le drapeau de feu auquel nous avons droit? Eh bien, je pense à des tas de mouvements différents à tous les niveaux de nos existences, à l'accélération génétique qui est le même, qui emploie le même mécanisme que la propulsion des fusées, ou la neurostimulation psychédélique qu'on va trouver avec la musique qu'on écoutera ce soir, musique typique de la plongée du voyage. Le radar, la science de l'atome, les contacts extraterrestres du troisième type, les rencontres, la neurologie, la neurogénétique, et aussi le rock'n'roll, côte ouest californienne, les circuits neuroatomiques de la conscience qu'on a en soi, prêts à exploser, à déverser leur tonne de vision et de perception. Oui, vous, nous, moi, tous ici, frères et sœurs engagés, corps et âme, dans les guerres secrètes, à bord du vaisseau nommé Brainstorm, ou Cyclone 2. Ce soir, radio ici et maintenant, spéciale origine. Avec Captain Strange à commande, et puis la découverte fondamentale de ce que vous êtes tout de suite. Mais quoi? Qu'est-ce qu'à dire? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Où? En 2 mots, mon vieux. Pose la question. Ok, c'est quoi? Bah, c'est ça, mon colonel. Rien d'autre que ça qui passe. La connexion. Connection! Et à tous les étages de la conscience, connection, mon colonel, à tous les étages de la conscience, ça parle et ça répond. Ça, oui. They lost connection. They lost contact. They need to touch you. Reach out across the ages and touch you. Meanwhile, somewhere in the 20th century, a young girl named Phoebe Coldfield drops herself down on a sofa, walks over to Coda, and watches you. She likes to watch a murderous pub. She likes to see them on my TV. She likes to watch them and how they walk. She likes to hear what they say. Alors considérons mes émissions comme des cours que l'on donne à la Sorbonne, mais des cours psychédéliques.
En général, on va d'un point routier à un autre point routier en passant un point impossible à être routier, ce qui est pas vraiment difficile. Il y a quelques personnes qui sont allées à leur propre risque, toujours plus loin. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. When men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom and your mind is moving low, go ask Alice, I think she'll know. When logic and proportion have fallen softly dead, and the white knight is talking backwards, and the red queen's on the head, remember what the Dormouse said. Feed your head, feed your Oui, alors voilà, nous sommes dans une machine curieuse ce soir qui va remonter le temps 20 millions d'années en arrière. Oh frère. Alors sur la tête, nos capteurs sensoriels, les substances propulsives, devant nous l'écran de contrôle, coiffe si tu veux dans ta chambre spatiale, cabine hublot sur l'espace, ton casque stéréo, temporel et temporal ou temporal, extratemporel. Voilà, tout est en place, tu as plus qu'à... Tiens, c'est un foutu pilotage automatique et l'engin marche tout seul. 20 millions d'années en arrière, c'est quoi? D'abord, tu entends ça dans la radio de bord, avant de percer ce mur d'obscurité, cette muraille de l'univers qui te sépare de tes propres origines. Ok, c'est quoi le point de départ? Ce soir, on va se faire chasseur de dinosaures, si vous êtes ok. Chasseur de dinosaures, de brontosaures, de tyrannosaures. Tous les animaux répulsifs, végétatifs, monstrueux, qui à l'ère du secondaire étaient là sur cette planète. Il y a un sacré paquet de temps, hein? Alors on va essayer ce soir de retrouver en partie la conscience des grands reptiles de l'univers, ok? Hein, cette époque des grands reptiles. Et puis, à partir de ça, on pourra
se téléporter au cœur de notre cerveau et là ouvrir la porte et voir peut-être qui nous sommes, ce que nous faisons vraiment et surtout, ça t'interroge, non? Où nous allons à travers cette fracture, barrière temporelle de la mort. Le point de départ, dans l'habitacle, tu peux poser les questions, bien sûr. Et le point de départ, c'est quoi? L'atmosphère sourde, secrète. Il y a plusieurs milliards d'années déjà, des molécules arrivent sur Terre portant l'information, pénètrent dans le tumulte des océans primitifs, reçoivent des paquets de décharges électriques, les rayonnements cosmiques venant des espaces et les acides aminés apportés par les météorites qui fusent dans le ciel, ces escadrilles de météorites portant le message, arrivant, apportant le message sur cette planète en gestation, amenant la vie, amenant ce que tu es toi maintenant. Imagine ce ciel du début de la création, criblé de vertigineuses chutes dans l'espace, ces météorites qui tombent et qui pleuvent, cette voûte illuminée, incendie, embrasée par l'arrivée de ces escadrilles venues des confins de la galaxie, météorites portant les acides aminés qui seront au départ de ce que tu es toi, de la vie. Pourquoi? Oh oui, il y a un programme de toute éternité, un programme et une conscience, une volonté cosmique. L'ADN, mon vieux, qui est au cœur de tes cellules, l'ADN est immortel. C'est au creux des océans de l'ère primaire que le plus long des voyages a commencé. Beaucoup de nos gènes qui nous constituent maintenant en viennent. On peut planer en conscience sur cette expérience, sur cet événement, ce phénomène de l'arrivée des acides aminés portés par les météorites, et voir ce qui se passe lorsqu'elles heurtent la boue du précambrien et qu'explosent ces décharges d'énergie et que dans les océans primitifs apparaissent les premières cellules vivantes. Ô vertige, ô terreur de l'insondable, pour qui a peur du vide de l'abîme, ouvert en toi, partout, jamais refermé, toujours présent. Les premières cellules vivantes ont été détectées au Groenland et en Islande aussi, près des geysers d'eau chaude d'Islande, du Groenland, de ces terres de glace, sous la forme d'algues bleues. Les premières formes cellulaires. Rappelons que dans la tradition, le Groenland est la terre verte. La terre verte des anciennes peuplades qu'il a vénérée comme une terre divine des origines, auquel on donnera aussi le nom de Thulé, d'Hyperborée, patrie des origines, là où la vie a commencé de se faire, là où sont apparues les premières cellules, apportées et chargées maintenant d'informations, de l'information donnée par les acides aminés, par cette première fréquence d'ADN apportée par les météorites venant de l'espace. Qui donne ce message? Qui l'envoie ici? Pourquoi? J'aimerais une réponse. Vous aussi, je pense. Nous aurons la réponse dans quelques instants.
Et déjà, nous pouvons prendre conscience de ça. La vie, depuis son origine, est une mutation toujours, à cause de la rencontre de ces rayons cosmiques venant des autres espaces et pénétrant et ensemençant la Terre. Eh bien, encore, toujours aujourd'hui, les éruptions à la surface du Soleil, les explosions de nova, les déferlements de matière stellaire dans l'espace, la chute des météorites encore, les perturbations des champs électromagnétiques terrestres, les ondes spatiales captées à notre insu ou sur des radiotélescopes, l'ADN modifié, la couche d'ozone atteinte, ces rayons ultraviolets pénétrant la Terre, la radioactivité, les catastrophes nucléaires, Tchernobyl, les agents mutatoires sont toujours à l'œuvre. Comme à l'origine, ils n'ont jamais cessé, et ils jouent un grand rôle dans notre évolution. Il y a une volonté réelle derrière tout ça, quoi qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui arrive, mais il arrive quoi? Simplement la respiration du monde. Et puis d'autres énergies autour de nous qu'on n'a pas encore détectées, même jusqu'aux apparitions d'ovnis, aux messages, aux visions, les visions des mystiques aussi. La grande loi à laquelle je crois, présage, esprit, vision. Je me rappelle dans un livre de prix que j'avais eu dans les années 50 au collège, il y avait cette phrase très mystérieuse pour un livre scolaire sur la création de la vie. Cette phrase qui disait, c'est une légende sous une photo, un jour, cette phrase m'avait marqué, m'avait ouvert une porte mystérieuse, m'avait fait pénétrer dans une zone secrète. Parce qu'elle disait, un jour, sur notre planète encore en plein chaos, un virus ou une molécule ancêtre de la cellule apparut. Ce fut la première forme de vie. Ils disent pas l'apparition des acides aminés, ils disent un virus ou une molécule ancêtre de la cellule est apparue. Ils posaient l'idée de quelqu'un qui amène quelque chose. Ce qui était très fort et ouvrait un mystère et me faisait dire pourquoi et qui. L'origine, on parlera... Vendredi dernier, j'ai parlé de la création du cerveau. Et il est important de se souvenir de ce que nous sommes, de ce qui se passe maintenant, et de ce que nous devenons dans l'univers qui nous entoure. Toute la conception qu'on a du monde est faussée. Ok, elle tient pas debout, elle tient pas le choc face à la vision. Elle tient pas le choc, et pour se rappeler de ce qu'est la vie réelle que nous vivons et d'où elle vient, ce que nous sommes, ce qui se passe, bien, juste un petit rappel de cette création du cerveau, parce que c'est nous, maintenant. On dit qu'à l'origine s'est constitué le tube neural, le tube nerveux qui correspond à ta colonne vertébrale, à la Kundalini dans le tantrisme indien et tibétain. Ce canal par où passe la force, l'énergie, le tube neural dont parlent les neurologues, ta moelle épinière, ce qui se passe à l'intérieur. Avant que le cerveau soit créé, ce tube neural est creusé. Il n'est pas fermé comme un tube, il est ouvert comme une sorte, l'image est très juste, de gouttière, pas fermé. Il communique directement au fur et à mesure de la conception, et ça dure des millions d'années sans doute, à l'origine. Et puis il y a la fermeture du tube neural dans le corps, comme un tube, et la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, le besoin de communiquer, de retrouver ce qui est perdu, ce qui te manque, la fermeture, comment ouvrir, et on rejoint le tantrisme, comment ouvrir les portes, les chakras, qui, en quelque sorte, empêchent le passage, empêchent de monter, empêchent de te ressouvenir du moins, parce que tout est toujours ouvert, empêchent de te ressouvenir. Comment faire la montée consciente et savoir ce que tu es maintenant et ce qui se passe tout de suite, à des niveaux fabuleux d'existence, ce qui se passe tout de suite sur des longueurs de temps qu'on calculerait en milliards d'années-lumière, et c'est dans l'instant que ça se passe, c'est pas avant ni après. Ce qui est le truc le plus fou de l'univers, la grande pirouette, la grande farce cosmique par excellence. Alors cette colonne vertébrale, premier cerveau, le tronc cérébral, eh bien on donne cette image de ces cellules du cerveau qu'on va appeler neurones ensuite, qui montent à l'assaut de ce tube neural, un peu l'image d'alpiniste qui escalade. Et on imagine bien dans cet entrelac de formes et de force, ces petites choses qui montent. Ok, les enzymes, ou les schtroumpfs particulières, ou les lilliputiens énergétiques, ou les gnomes quantiques.
quel tic ce truc, toc! Et mon vieux, c'est un tic maniaque, maniaco-dépressif, maniaco-expulsif, maniaco-vivant, mort et vivant. Tout est posé sur l'échelle de ces premiers neurones qui font l'escalade du tube neural, qui grimpent. Arrivés au sommet du tube, vont créer le cerveau. Parce que le tube est refermé. Le tube va être bouché aux extrémités. Et on le sait bien avec la fontanelle des enfants, qui se referme plus tard, qui est un reste, un souvenir de ce tube neural bouché, en quelque sorte, dans la mémoire génétique inscrite dans nos progressions. Eh bien, les neurones vont forcer le passage, il faut qu'elles montent, qu'elles passent. C'est toujours le rythme vivant, vital, et vont créer ce cerveau. Pourquoi il y a cerveau? Parce que le canal était bouché et qu'il a fallu, on ne sort pas de la boîte crânienne. Ça se retourne et ça se met en circonvolution. On sort, oui, parce qu'il y a aussi bien sûr, les terminaisons nerveuses et les échanges énergétiques à des niveaux que même aujourd'hui les neurologues ne connaissent pas du tout. Mais que les visionnaires et les mystiques peuvent appréhender dans une vision lucide, arrachée à toute superstition, une vraie vision lucide, explosée mais tenue de ce qu'est l'univers. Donc ces neurones, la création de ce tube neural, le point de départ, et puis l'évolution, ces formes cellulaires sont donc devenues des formes vivantes par la rencontre programmée des cellules entre elles, les premiers tissus, la création des premières formes. Et sur Terre, à ce moment-là, c'est quoi la Terre? La Terre, c'est les grands océans primitifs. Ce sont des grandes forêts immenses avec des arbres géants, l'obscurité végétale partout. Et puis c'est au sommet, ces montagnes jeunes qui viennent de jaillir, on est au secondaire. Eh bien, dans cet espace-là, la vie existe, elle sort des océans. Et ce sont les premières formes sortant des océans et posant leurs pattes sur la terre solide, les premières formes amphibiennes, les reptiles amphibiens venus des fonds sous-marins. Alors, nous y sommes, ok? 200 millions d'années en arrière, ici, par exemple, à Paris. Paris, tiens, voilà, là où tu es, dans ta chambre, peu importe où tu es, là où tu es, tu bouges pas. On va simplement modifier ce qui t'entoure, effacer toutes ces superpositions de temps et d'image auxquelles on croit, parce qu'on est habitué à ces formes-là, qui nous ploient la tête, nous l'incurvent. Donc on débarrasse tout ça, on lave tout autour, on veut voir clair, et on se dit, qu'est-ce qu'il y a là réellement? Là où tu es, ça n'a jamais disparu. Il y a l'entassement et l'empilement des âges, des temps, des millénaires qui ont fait la création. Rien n'a bougé, tout est présent dans l'instant qui est le maintenant. Ici et maintenant, c'est ce point central-là. Alors, ok, là où tu es, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il y avait au même endroit 200 millions d'années en arrière? Pour ça, tu as bien vu, on est monté dans la cabine spatiale, on a branché le directeur prévisionnel, capteur d'énergie, sur 20 millions d'années en arrière, sans quitter l'instant. On part pas comme ça, comme une fusée, dans l'espace, avec une trajectoire en dehors. Hein. On a dit qu'on bougeait pas d'où on était, mais qu'on revenait là, 20 millions d'années en arrière. Comment on fait? Alors, la vitesse est immobile, c'est-à-dire qu'elle est fabuleuse. Donc elle est tournoyante. On ouvre un maelstrom, un tourbillon, qui va modifier ta chambre. Le tourbillon modifie. Si tu arrivais à retrouver les vraies valeurs vectorielles, sensorielles de l'individu, qui nous balance là où on veut, hein, tu aurais le pouvoir. C'est la conscience qui crée tout, je t'assure. Tout est créé et donc vu par ta conscience. En modifiant ton champ de conscience, qu'est-ce qui se passe? Ton environnement, les murs que tu vois autour de toi disparaissent. Déjà, tu vas rentrer dans de la matière énergétique, comme le ferait un microscope. Tu deviens un microscope, ok, pour la matière qui t'entoure, tu pénètres à l'intérieur, jusqu'au champ atomique que tu vas pouvoir percevoir. Ce que font des physiciens sur du papier, tu vas le faire par l'expérience au fond de toi-même. Tu vas arriver donc facilement par le tournoiement multiple, 20 millions d'années en arrière, si tu lâches prise, bien sûr, évidemment. 20 millions d'années en arrière, et nous y sommes, et par le hublot de l'astronef, immobile, arrêté dans une clairière, imaginons, ces immenses forêts de l'origine, c'est maintenant. Nous nous approchons du hublot. Nous regardons à l'extérieur. Et nous voyons quoi? Nous allons regarder par le hublot de l'astronef et voir ce qui se passait ici, 20 millions d'années en arrière. Et je dédie cette émission aux grands reptiles de l'origine,
qui régnèrent des millions d'années sur la planète Terre, ce que n'a pas fait l'homme encore, qui furent les rois de la création, au roi tyrannosaure. Regarde, où sommes-nous? Ce n'est pas la peine de craquer une allumette dans le noir. Penché au hublot, tu peux voir. Tu vas voir, ils arrivent de cette espèce de trou d'eau boueux, entouré d'arbres archimillénaires, qui est juste derrière le rempart d'arbres sombres que tu vois là au fond. Ils arrivent. La terre tremble parce qu'ils ont un pas imposant, un pas à créer de vrais bouleversements géologiques. Ce sont des géants, les grands reptiles. Ils surgissent du rideau d'arbres, la hauteur, haut, de plusieurs étages. Grand, pourquoi? C'est quoi ça? Mon vieux, dans ton cerveau, tu l'as encore, sous la forme d'un reste de ce qu'ils furent, le cerveau reptilien. Il suffirait que tu le réveilles pour retrouver ces images-là. Et te retrouver 20 millions d'années en arrière, en agissant simplement, subtilement, psychiquement, sur ton cerveau primitif. Parce que lui n'a pas perdu le message ni les images. Ce que ces reptiles ont vu par leurs yeux, il l'a en mémoire. Il l'a, donc toi, tu l'as en toi. Tu es un reptile, mon vieux. Penché au hublot, vraiment, pas la peine de craquer une allumette. Tu l'as dans ton champ visuel, ce qui se passe. Moi, j'en craque une pour allumer ce foutu truc de la cordillère des Andes. Oui, les reptiles sont les rois absolus de la création. Il y a 200 millions d'années, les premiers, tu les vois sortir de l'eau. Regarde, celui-là. Il est bâti comme un lézard, avec une grosse tête qui ressemble à une cagoule. Ça, c'est les premiers amphibies. Attends, oui, tu peux regarder sur ton écran de contrôle. Regarde l'aiguille, indique quoi? Nous sommes à l'époque du Carbonifère. Tiens, où est-ce qu'il bouge dans l'arbre? Ça, c'est les crapauds sauteurs qui bondissent sur les arbres géants tout autour. Des millions d'années ont passé là-dessus. Et maintenant, les reptiles sont maîtres de la création. D'abord, ils ont émergé de l'eau. Puis ils s'en sont éloignés. Ils ont pénétré dans la forêt. Et ils ont fait leur tanière sous les grands arbres. Ils vont régner plus de 100 millions d'années. Oui, les sauriens de l'origine, les grands reptiles primitifs, sont les rois absolus de la création. N'en aie pas peur, la cabine spatiale est protégée par un champ magnétique qui est branché directement sur ton cerveau directionnel. Tu perds pas le fil. Si tu déconnectes, le champ est brisé et plaf, te voilà en plein dedans et tu te démerdes. Tant que tu tiens le truc, la barrière tient le coup. Alors tu peux regarder par le hublot. Les décrire, regarde, ils sortent. Ils arrivent du trou d'eau où ils ont été boire. C'est qui? C'est quoi?
Regarde, ça c'est un iguanodon, ok? On le voit bien, on le remarque, il a une tête de crocodile et un corps d'oiseau. Ça, ce grand truc-là. Regarde ce monstre, 35 mètres de long. Le diplodocus. Et le brontosaure, plus loin. Dont la toute petite tête, toute petite, une bille là-dessus, commande un corps de 40 tonnes qui fait trembler la forêt quand il avance. Et là, le tueur, le tyrannosaure. Tyrannosaurus Rex, le roi tyrannosaure. La plus folle, la plus dingue des créations, pour celui qui la voit agir là maintenant. C'est un miracle terrible. Le tyrannosaure, c'est la plus prestigieuse machine à tuer qui a été créée par la nature. Attends, tous n'ont pas ces dentitions énormes, 10 cm de crocs, et ces griffes monstrueuses pour broyer. Regarde le malheureux brontosaure qui se traîne. Lui, il est condamné par la faiblesse de sa dentition, il a très peu de dents. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il mange des plantes. Le brontosaure mange des plantes, pas n'importe quelle plante. Des plantes qui favorisent la mutation. On pourrait dire que le brontosaure est attiré par les plantes hallucinogènes. Alors imagine comment fonctionne le cerveau d'un brontosaure, tout en sensoriel, en végétatif, en somatique. Mécanismes autonomes, végétatifs de ce qu'est l'animal, pas de mémoire, pas de pensée, mais vision d'images sensorielles plaquées sur ses sens qu'il reçoit. Il reçoit l'univers vibratoire. Imagine, avec les plantes qu'il bouffe. À travers le hublot. Ils sont tous là. Et avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que ces grands reptiles se sont cuirassés de plus en plus. Et on dit que leur fortification annonçait leur déclin. Ça, c'est une hypothèse. Par exemple, celui-là que tu as vu tout à l'heure, le hideux stégosaure, avec sa face de lune infecte, et avec sur son dos 2 rangées d'obstacles anti-chars, des trucs terribles, carrément. C'est la grande race des sauriens solides. Et d'un coup, ils disparaissent de la surface de la Terre, rasés, disséminés, éteints, génocidés. Pourquoi? Par qui? C'est ce que nous allons voir à travers le hublot de l'étrange machine. Regarde ce qui s'est passé.
Les dinosaures, les sauriens, les reptiles de l'origine, les grands primitifs, ont été détruits par une catastrophe à l'échelle du globe. La Terre a été percutée par une pluie incroyable de météorites qui s'est abattue. Les voilà encore nos messagers qui viennent des autres espaces. Et pourquoi cette hécatombe, hein? Pourquoi cet événement qui va modifier l'évolution de la vie terrestre? À l'époque, et depuis 200 millions d'années, les sauriens dominent tout le règne animal. À l'époque, les mammifères, ce sont de tout petits rongeurs, des petites bêtes minuscules, pas plus. Après la disparition des reptiles géants, tout change. Les mammifères prolifèrent. Et en quelques dizaines de millions d'années, ils vont atteindre le stade du primate et celui de l'homme. On voit que la disparition des grands reptiles a laissé place au règne des mammifères. C'est ce que disent les scientifiques. Ce qu'ils ne disent pas, et que j'ai vu, moi, en un éclair. Personne n'a jamais dit, je me demande pourquoi, c'est tellement évident. Pourquoi ça? Pourquoi la disparition des grands reptiles et l'arrivée des mammifères avant l'homme? Eh bien, il y a aussi un programme et une volonté derrière, toujours. Pourquoi? Eh bien, écoutez bien. C'est le passage du cerveau reptilien au cerveau viscéral, qu'on appelle le rhinencéphale, et qui est le cerveau des mammifères. Et après, il y aura le troisième cerveau, le néocortex, qui est le nôtre. Hein, la progression est parfaite. Le passage du cerveau reptilien au cerveau des mammifères, c'est quoi? Sinon, ce qui s'est passé sur cette planète et que personne ne dit? Que l'extinction de ces grands reptiles est voulue pour que le cerveau reptilien s'ajoute d'un autre cerveau. Une mutation. Et oui, la pluie de météorites coïncide avec l'apparition d'un second cerveau. Le cerveau viscéral, végétatif, de l'origine, c'est celui qui commande la faim, la soif, la régulation de la température, c'est une sorte de thermostat. Il commande aussi l'accouplement avec la parade nuptiale que les animaux ont gardée, la reproduction, l'espèce. Ce cerveau viscéral qu'on a en nous, au fond de nous, qui est recouvert par le néocortex. Ce cerveau viscéral, il répond à l'assouvissement des besoins fondamentaux qui assurent la survie de l'individu et la survie de l'espèce. Ce cerveau n'a pas été perdu, il a été modifié. Il n'a pas été modifié, c'est ajouté le rhinencéphale et le néocortex. Et en nous, pour l'instant, tête de pont de cette création, qui avance, nous avançons, il y a, et tous les neurologues le savent, ces trois cerveaux. Or, quand nous savons à quoi est relié le cerveau reptilien, ce qu'il a vu et emmagasiné, on se demande pourquoi ne pas faire la plongée et aller le réveiller. Alors, comment agir sur les cerveaux pour retrouver ces grands espaces de l'origine et revenir 20 millions d'années en arrière, dans l'instant? Bon, les neurologues emploient des méthodes un peu violentes. La stimulation électrique, avec des électrodes plantées dans le crâne après opération chirurgicale. Ils explorent les zones du cerveau et essaient de savoir à quoi elles correspondent. C'est très clinique. Ils n'ont pas la volonté de retrouver la vision. Mais leurs expériences accouchent de phénomènes étranges dont il faut tenir compte, car ils sont vraiment des réponses profondes, secrètes, mystérieuses du cerveau. Autre méthode, l'emploi de sondes électroniques en neurochirurgie. Il y a aussi l'emploi de médicaments, de drogues, de substances qui peuvent agir sur les neurotransmetteurs du cerveau, sur ces substances chimiques qui servent à transmettre l'information entre les neurones par les synapses. Donc les drogues. Et puis il y a autre chose auquel on pense rarement, et c'est bien dommage. Toutes les nuits, quand le néocortex ne fonctionne plus, avec sa vision journalière de synthèse, d'équilibre, d'intelligence consciente, qu'est-ce qui se passe? Le sommeil profond, le cerveau qui tourne, qui marche, les rêves, les messages dans la nuit. Les rêves sont des messages envoyés, bien sûr, des informations données. Informations venues d'où? Alors justement,
Elles peuvent venir du néocortex, du rhinencéphale, du cerveau reptilien, de l'interférence de certains de ces cerveaux autour des endroits du cerveau de l'homme. Elles viennent de très loin. Alors, prends un carnet qui est ton carnet de bord. Toutes les nuits, quand tu le peux, note tes rêves, peu importe, tous tes rêves. Cherche pas à savoir ce qu'ils veulent dire, on s'en fout, on ne fait pas de la psychologie, ni de la psychanalyse freudienne. On cherche à voir, simplement. C'est le maximum, me semble-t-il. Tous tes rêves sont notés. Et par les expériences du sommeil et par le travail sur les rêves, on peut réellement réveiller le cerveau reptilien. De quoi est composé le cerveau reptilien sur une planche représentant ton cerveau en coupe? De l'hypothalamus et du tronc cérébral. Le tronc cérébral, souvenons-nous, qui avant la création du cerveau est le canal par où montent les neurones à l'assaut du développement fantastique de cette création, qui est la kundalini des adeptes du tantrisme. Le tronc cérébral et l'hypothalamus. Et où les neurologiciens, les neurophysiciens, les je ne sais quoi, les neurochirurgiens et autres, situent-ils la zone des rêves? Dans le tronc cérébral. Dans le tronc cérébral. Elle appartient au cerveau primitif, au cerveau reptilien. Les rêves sont mus par le cerveau reptilien, c'est lui qui leur commande, même s'ils reçoivent influence, interférence des tas d'autres régions du cerveau, ils appartiennent au cerveau reptilien. Alors imagine ces rêves emmagasinés là, depuis des millions d'années, alors réveillant ton cerveau reptilien, tu retrouves en vision, en image, des scènes réelles en vidéoscope, sur grand écran panoramique, d'il y a 200 millions d'années en arrière. Et ça se passe en toi, ce miracle. Toi immense, infini. Nobody seems to know. You build and you burn, you
ce grand mystère de la personnalité, c'est-à-dire de l'individualité, le fait d'être, c'est moi qui suis, le fait de se sentir exister comme ça, avec un ego, une personnalité, l'individualité, ce miracle, ce mystère, c'est quoi? Puis il considère que c'est un croisement, on pourrait dire, entre le cerveau viscéral, qui est en nous au fond, le reptilien et le rhinencéphale, les cerveaux anciens. C'est une rencontre entre ce cerveau à l'intérieur et le cerveau nouveau, le néocortex, qui permet de voir le visuel entre le cerveau viscéral et le cerveau visuel. L'un regarde à l'intérieur, on pourrait dire, et l'autre regarde à l'extérieur. Et ce croisement des deux crée cet état émotionnel de perception de l'être, de son individualité, de ce qu'il est. Là, comme je vous ai dit que nous étions aussi à la Sorbonne ce soir pour un cours particulier sur le mystère psychédélique des origines mystérieuses de l'homme, de l'être, eh bien, un petit cours de neurologie avancée. Alors, ouvrez, faites bâiller vos neurones. Oui, alors, considérez comme cerveau viscéral le système limbique, on appelle système limbique le rhinencéphale, le cerveau ancien, qui entre autres a une radiation 10 fois plus forte que celle des étoiles. Si on pouvait regarder dans l'autre sens, derrière, il dégage une radiation, ce qui nous fait nous souvenir que nous sommes le reste d'une étoile explosée. Donc alors, ce système limbique est celui des affects, cerveau ancien, des comportements élémentaires comme l'agressivité, la protection, le rejet, la satisfaction, la tendresse, qui s'expriment verbalement grâce au néocortex, sous la forme de désir, de colère, de peur, de chagrin, de joie, d'affection. Alors considéré comme cerveau viscéral, le système limbique, le rhinencéphale, est aussi donc, rhinencéphale, rhinos en grec, le nez, c'est aussi le cerveau olfactif, le cerveau des odeurs, car les bulbes olfactifs qui reçoivent les informations nerveuses, qui viennent des cellules olfactives du nez, projettent leur influx nerveux sur différents points de ce cerveau ancien. Et le sens de l'individualité pourrait apparaître à partir de la convergence d'informations internes et externes, leur croisement d'informations visuelles et viscérales, cerveau nouveau, cerveau ancien. Selon le neurologue MacLean, la survie de l'individu, l'autoconservation, l'autoprotection et la survie de l'espèce, la procréation, la sociabilité, seraient fonctionnellement reliées aux activités du système limbique. Mais la grande hypothèse de MacLean est celle d'un triple cerveau emboîté. Ils ne sont pas les uns sur les autres, comme nous le montrent les cerveaux en coupe des planches médicales, mais emboîtés, je dirais même interpénétrés. Le néocortex, qui est le nouveau cerveau, le cerveau rationnel, verbal, qui perçoit, qui recouvre le système limbique, le rhinencéphale, qui est le cerveau émotionnel du paléomammifère, en nous, qui lui-même prolonge le tronc cérébral, qui est le cerveau archaïque, reptilien. Une variation de cette hypothèse est proposée par un neurologue russe qui distingue, lui, un système cortical ancien qui est responsable des gestes volontaires complexes, du système d'expression émotionnelle instinctif. Il l'appelle le système de viscération, autre mot pour le cerveau reptilien, qui est lié justement au contrôle des viscères, de l'espace intérieur du corps. Les deux bulbes olfactifs droite-gauche, qui reçoivent les influx en provenance des récepteurs olfactifs situés sur le nez, projettent leurs informations olfactives d'odeur sur deux régions du cerveau ancien. En haut, vers les régions du septum, en bas, vers l'hippocampe. Ce siège, c'est cet endroit du cerveau qui sert pour la mémoire, qui aboutit, l'hippocampe, à une autre région du rhinencéphale. Ce cerveau des odeurs, ancien reptilien, alors rappelons que la partie inférieure du rhinencéphale, de ce cerveau ancien, en coupe, on le voit bien, alimente ce qui l'entoure et reçoit elle aussi de l'information, et qu'elle intéresse essentiellement les affects émotionnels, les comportements qui assurent l'autoconservation. Ça, c'est le cerveau primitif animal. Et ces circuits répondent aux besoins égoïstes en aliments, en combat, en autoprotection. Et on voit là le grand travail des sauriens, ils se comportaient de cette manière-là, avec en plus la vision, bien sûr l'emmagasinement sensoriel visuel de ce qu'était leur environnement. Les structures de la partie supérieure de ce cerveau ancien sont reliées au septum, cette partie du cerveau qu'on appelle le septum, ou la voie septale, qui semble intéresser cet endroit du cerveau, les états d'expression et de sentiment
qui aboutissent à la procréation, à la conservation de l'espèce, à ce que l'on vit encore nous, hein, ce qui nous fait nous protéger, protéger ce que nous aimons, notre vie, procréer, la conservation, on dit les conservateurs, c'est un vieux truc qui vient de ce cerveau reptilien qu'on a en nous. Le neurologue MacLean dit « L'union des expériences de nature interne et externe semble être une condition essentielle de l'individualité. Le sens de l'individualité dépendrait de l'intégration des informations internes et externes. Le septum et les voies olfactives de l'hippocampe sont représentatifs des entrées sensorielles internes et externes. À leur croisement, l'individu se sent comment? Individualisé. Le système ancien, le cerveau ancien selon MacLean, est considéré donc comme le cerveau viscéral. Tous les systèmes sensoriels convergent dans les circuits de ce cortex ancien qui a une fonction réverbérante. Il joue comme un miroir. Fonction réverbérante qui engendre des influx nerveux et les renvoie vers d'autres structures du cerveau, l'hippocampe, l'hypothalamus encore plus ancien. Il a ce cerveau rhinencéphalien, intermédiaire entre le primitif reptilien et ce que nous sommes, celui des mammifères, a une fonction réverbérante. Il est venu pourquoi après les reptiles? Après le végétatif, l'organique, le viscéral des reptiles? Pourquoi s'est ajouté ce cerveau des mammifères? Parce qu'il a une fonction réverbérante et qu'il renvoie déjà un jeu du miroir qui annonce le néocortex, et la vision lucide consciente, par le renvoi de l'image et tiens, je me regarde, je suis ça et ça, c'est moi, je vois, témoin, acteur, observateur. On voit bien comment se sont succédés, et surtout lorsque l'on sait que lorsque le rhinencéphale s'est perfectionné, ce cerveau intermédiaire, mammifère, en même temps s'est construit le néocortex. En quelque sorte, tout est lié et tout annonce ce qui va venir. Les trois cerveaux que nous possédons, qui sont bien sûr pour d'autres mutations, rien n'est terminé, bien évidemment. Donc, c'est l'émotion qui génère cette qualité affective de perception qui entraîne l'identification personnelle, je suis. Ce double mouvement croisé, on le retrouve dans les mécanismes des deux hémisphères du cerveau, hémisphère droit et hémisphère gauche. La recherche sur les deux hémisphères a été possible grâce à des interventions chirurgicales, qu'on appelle split brain en anglais, qui ont réalisé ce qu'on appelle, lorsqu'on déconnecte le cerveau droit du cerveau gauche, on a réalisé un encéphale dédoublé. C'est le terme neurologique de cette expérience, avec un bistouri, on sépare le côté droit du côté gauche. Alors il a fallu attendre la séparation chirurgicale des deux hémisphères cérébraux par la coupure du corps calleux, qui est la masse blanche. Ce sont des fibres nerveuses qui balancent l'information entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Il y a une substance blanche entre les deux, faite de fibres nerveuses qui transmet entre les deux l'information. C'est le corps calleux. Et les neurochirurgiens ont dû couper, inciser le corps calleux pour séparer donc les deux hémisphères. Ce qui ne se fait pas sans risque. Hein. C'est pourquoi ces interventions ont été faites quelquefois seulement. Depuis les années 70, elles ont été très très peu tentées, sur un très petit nombre de grands malades épileptiques, et encore justifiées selon les neurologues par le fait qu'il y avait l'existence de foyers épileptiques en miroir, c'est-à-dire se déclenchant et se propageant des crises d'épilepsie donc d'un hémisphère à l'autre. Il fallait donc déconnecter les deux hémisphères pour réduire l'épilepsie, empêcher sa propagation. C'est comme ça qu'ils ont séparé les deux cerveaux, qu'ils ont fait des expériences et pris conscience par stimulation, ce qu'était l'un des hémisphères, ses fonctions, et ce qu'était l'autre hémisphère. C'est pour ça que l'on sait maintenant à quoi correspond l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Alors, pour le premier qui a fait l'expérience, le neurochirurgien Bogen, qui a fait la séparation au bistouri des deux hémisphères, l'hémisphère gauche, et on le dit depuis, on l'a perfectionné, est verbal, il propose, il a un mode de pensée, il donne l'idée, il est conscient, bon, c'est aussi la logique, la statistique, l'intelligence mathématique. Bon, ce cerveau gauche, mais son mode de pensée, ce cerveau gauche, c'est moi dans le monde. Hein, c'est moi dans le monde. Il est donc opposé et complémentaire à l'hémisphère droit, qui est l'hémisphère visuelo-spatial, on pourrait dire, qui, comme mode de pensée, donc intuitif, etc., comme mode de pensée, l'hémisphère droit, lui, c'est le monde dans moi. L'hémisphère gauche dit moi dans le monde, l'hémisphère droit dit le monde dans moi. Et l'on a là, au croisement des deux hémisphères, la perception de l'individualité par synthèse émotionnelle sentie, affective, des émotions toi, je suis. C'est le croisement des deux hémisphères. Et tout ce qui est double en nous, quelque part, se croise pour nous faire être ce que nous sommes en perception et densité. Et ces découvertes avaient été anticipées dès 1874 par un neurologue qui s'appelait Jackson et qui écrivait, je cite,
Si alors il pouvait être prouvé de la façon la plus évidente que la faculté d'expression réside dans un hémisphère, il n'y aurait aucune absurdité à se demander si, dans l'hémisphère opposé, correspondant, n'est pas située la perception. Selon d'autres neurologues, Gazzaniga et Ledoux, ils disent le carrefour temporo-pariéto-occipital droit, donc pour tout dire la partie droite du cerveau, semble lié à notre héritage simiesque de la civilisation des grands gestes. Voilà ce qu'il dit. De l'époque des mammifères. Donc. Les perceptions immédiates de l'environnement autour de nous et les réactions immédiates qu'elles suscitent s'effectueraient d'abord dans l'hémisphère droit, gestes, mimiques, avant d'être transférés dans l'autre hémisphère, dans l'hémisphère gauche, pour être verbalisés, saisis, photographiés, dits. Donc mis en raison, ce que fait l'hémisphère gauche. Il y a ce jeu d'inhibition et d'excitation entre les deux hémisphères aussi. Alors il est important de considérer l'aspect acteur-observateur dans ce mécanisme des deux hémisphères, qui relie les aires frontales et occipitales du même hémisphère, plutôt que d'opposer sans raison les hémisphères entre eux comme s'ils étaient différents alors qu'ils fonctionnent ensemble de façon complémentaire. Des neurologues comme Bogen, qui a fait l'incision de la matière calleuse, ou Hoppe, ont fait l'expérience de séparation des deux hémisphères. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc incisé la matière calleuse, matière blanche, et séparé, déconnecté les deux hémisphères. Et ils ont observé chez les malades sur lesquels ils avaient agi que les malades n'exprimaient plus de vécu émotionnel à cause de l'encéphale dédoublé. Ce qui veut dire que les émotions demandent l'intégrité du fonctionnement cortical, l'union de tous les cerveaux. Et tous les cerveaux marchent ensemble maintenant. Une peur, un stress, une peur primitive, le besoin que tu as de faire l'amour ou d'aller te promener ou de monter en haut d'une tour pour éprouver un vertige, ce besoin qui est viscéral, somatique, qu'on peut retrouver par des drogues. C'est le cerveau reptilien, il est en toi. Bon, c'est évident, les reptiliens, s'ils avaient envie de faire l'amour, ils s'accouplaient comme ça, au hasard de la forêt, ils vivaient leur instinct, l'hormone sexuelle, plaf, à fond la caisse, quoi. Depuis, on a régulé tout ça, le néocortex a régulé tout ça. Si bien que maintenant, tu choisis ton heure, tu décides, tu mets en fonction, tu tiens en raison. Il y a ce frein inhibitoire, excitateur aussi, qui fait que c'est évident, si tu libérais le cerveau reptilien, tu aurais aussi bien envie de faire l'amour n'importe où que d'aller tuer ton voisin. Je ne sais pas. S'il y avait conflit avec le néocortex, oui. Parce que les reptiliens tuaient pour manger, protégeaient leur famille, leur espèce, vivaient écologiquement leur cerveau, s'emplissaient divisions, vivaient des rythmes viscéraux, mais étaient branchés sur la résonance profonde, cosmique de l'univers. Réellement. Commencer par ce brontosaurus qui bouffait ces bizarres plantations qu'on trouve sous forme de champignons d'Alice au pays des merveilles, au pied de l'arbre géant. Au pied de l'arbre, il y a la porte par laquelle sort le lapin blanc, White Rabbit, que chantait Grassley tout à l'heure du Jefferson Airplane. Et le tunnel dans l'arbre, le voilà le tube neuronal, la Kundalini. C'est par là qu'Alice plonge et descend dans ce trou noir, dans ce tunnel. Elle plonge dans le tunnel, traverse les espaces intermédiaires de la mort, les 40 jours du bardo tibétain, et se retrouve dans la claire-lumière, la clairière. Clairière, ça veut dire tout simplement clair-lumière. Quand Heidegger parle de clairière, Hölderlin aussi, la clairière de l'être, ça veut dire clair-lumière, cet espace éveillé ouvert à l'intérieur. Donc voilà là où arrive Alice. Avec cette capsule spatiale, nous arrivons aussi. Aujourd'hui, dans les officines de recherche subtile sur les rythmes du cerveau, neurologues ou autres aux États-Unis, officiels, recevant des fonds de l'État américain, les gars travaillent à partir de drogues chimiques qui permettent d'agir sur les substances neurotransmettrices du cerveau, de savoir explorer plus profond encore le cerveau. Alors comme cobayes, à qui ils administrent ces drogues chimiques, dont certaines sont peu connues, sont pratiquement expérimentales et sacrément explosives, libérant des trucs incroyables dans le cerveau. Leurs cobayes, ce sont des vétérans de la guerre du Vietnam qui servent aujourd'hui dans les hôpitaux pour ce truc-là. Les drogues permettent aussi l'exploration du cerveau. Attention, voyageur hardi, si tu meurs conscient avec la volonté de découvrir au cœur, tu seras demain un pionnier. Sinon, tu tombes dans le trou, bien sûr. Alors réveille-toi dans la fonction de celui qui est dans l'astronef, peu importe, ou dans le cheval rapide, aux chevaux de feu. Et puis, la porte, la route. Maintenant, l'expression
recherche tout de suite au présent, substance vivante, claire lumière. Donne ton nom. Dis-moi qui je suis dans le miroir qui me regarde. Ce miroir, je suis ce miroir. Miroir, miroir. Qui donne lumière au miroir? Le soleil. Le soleil dans le miroir. Le soleil dans le miroir a cramé bien des têtes, a percuté pas mal de types, les a désintégrés, largués sur le bord de la route, les 4 fers en l'air. C'est la loi du temps, le sens de la quête du sens. Je pense à un truc, si le néocortex reçoit des messages qu'il envoie, qu'il communique par transmission aux autres cerveaux, au cerveau ancien, somatique. Il y a donc justement une réaction physique somatique. La réaction somatique, bien sûr, c'est l'interférence, le message envoyé par le néocortex au cerveau somatique viscéral. La réponse somatique, les maladies psychosomatiques viennent de là. Par exemple, un stress, et puis l'apparition, pourquoi pas, de plaques cutanées sur la peau ou autre, à cause de ce message, le stress, que le néocortex envoie au cerveau ancien, et qui réagit comme ça. Alors, on peut penser aussi aux visions, aux messages spirituels transmis, reçus par le néocortex, des visionnaires, de grands sages, qui ont reçu des messages spirituels. Donc ces messages, comme les autres messages plus quotidiens que reçoit le néocortex, il les envoie aussi au cerveau somatique qui répond. Et alors on peut comprendre l'apparition des stigmates. Elle s'explique d'abord pour moi comme ça. Mais justement, ce problème du rapport psychosomatique crée la maladie. Et si l'homme est malade, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre le néocortex et le cerveau viscéral somatique, bien sûr. Alors tout est là, et que faut-il faire? Et comment l'homme peut-il soigner l'âme?
Il peut le faire, moi je le pense, qu'il peut le faire en utilisant les rêves. D'autres l'ont dit avant moi, que le rêve, par exemple le neurologue Jackson qui dit « Découvrez la vérité sur les rêves et vous découvrirez la vérité sur la démence ». C'est presque une banalité que de dire qu'un dérangement de l'esprit va se manifester à la fois dans le sommeil et dans l'éveil. On voit dans de nombreux cas de schizophrénie, par exemple, que la perte du sommeil précède toujours la coupure avec la réalité. Mais tes rêves traduisent ce que tu es. Ils reçoivent le message, plomb, comme une plaque vibratoire qui se met en mouvement, un peu de tambour qui résonne. Et donc, comme dit Jackson, la vérité sur les rêves, c'est découvrir aussi la vérité sur la démence, ce qu'on appelle la démence, la maladie. Soigner par les rêves, bien sûr qu'on peut soigner par les rêves, qu'on peut soigner l'homme par les rêves, puisque les rêves donnent accès aux trois cerveaux, donnent accès aux cerveaux qui sont la cause du dérangement, la cause de la perturbation. Il y a des scènes qui sont étranges de ce qui se passe dans les manifestations du cerveau. Moi, je pense à cette expérience faite par des neurologues qui avaient un malade. Ce malade mental traduisait donc des lésions. Il avait en lui des lésions dans une partie du cerveau qui est le tronc cérébral, qui est vraiment le tronc primitif reptilien, celui de l'origine, avant même que le cerveau soit créé. Des lésions dans le tronc cérébral, cerveau ancien qu'on appelle le mésencéphale, dans le tronc cérébral. Et qu'est-ce qui se passait? Ces lésions dans le tronc cérébral provoquaient quoi? Intéressant que ces lésions soient là dans le premier cerveau, à la tête de cette kundalini, dans ce tube neural, là où sont les rêves aussi. Donc des lésions à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des images étranges apparaissaient dans la conscience du sujet, qui s'endormait et s'en souvenait le lendemain auprès du docteur. Et il les regardait, il disait comme s'il était au cinéma. Et qu'est-ce qu'il voyait? Ce sont les mots exacts du neurologue ne changent rien. Il dit des scénarios nouveaux, des scènes lilliputiennes, bizarres, qui se retrouvent dans des rêves étonnants et fantastiques. Le neurologue ajoute, cette créativité onirique est à l'opposé des récentes observations qui ont permis de voir chez des malades présentant des lésions du thalamus, le médian droit, un état de conscience très particulier avec fabulation de visage et de lieux anciennement connus. C'est-à-dire que ces visions du tronc de l'origine sont différentes des visions obtenues par un malade qui a des lésions dans une autre partie du cerveau plus haute, qui est le thalamus, où il a des visions de conscience avec l'apparition des visages, de lieux anciennement connus, de choses qu'il connaît dans sa vie quotidienne. Les autres, ça n'a rien à voir, c'est de l'inconnaissable. Je reprends les mots du neurologue, scénario nouveau, scène lilliputienne, bizarre, qui se retrouvent dans des rêves étonnants et fantastiques. Ça apparaît avec des lésions dans le tronc cérébral, qui est le premier cerveau, avant même les reptiliens, qui est le cerveau reptilien ajouté à l'hypothalamus, mais avant même, c'est la première forme neurologique apparue dans l'homme, dans ce qui va devenir plus tard l'homme de perception. Ces scènes-là dont on parle, ces visions, d'où elles viennent, elles traduisent quoi? Des mondes insoupçonnables qu'on a en nous, que personne n'a en mémoire, qui ont existé, dont on ne se souvient pas. Eh bien, tes rêves s'en souviennent, ton cerveau s'en souvient. Agissez sur vos cerveaux, faites des expériences, retrouvez le cerveau reptilien et réveillez cette forme-là. Et moi, j'ai besoin, pour poursuivre ces travaux-là, dans lesquels je suis engagé, j'ai besoin d'un électroencéphalogramme. Alors si quelqu'un parmi vous, et c'est important ce que je vous dis, on peut travailler par la suite ensemble, créer une sorte de clinique dans le sens de navire spatial du rêve et du sommeil pour retrouver ces états antérieurs-là. Donc si quelqu'un connaît un électroencéphalogramme, pas trop cher bien sûr, si quelqu'un en possède un, qu'il soit neurologue à l'écoute et qu'il serait OK pour fonctionner avec moi, ou me permet l'accès à un électroencéphalogramme, eh bien c'est parfait pour le voyage. Moi je pense à quelque chose, pourquoi l'homme qui est malade est-il si fragile? On vient du reptilien, on a vu le cuirassement de ces anciens animaux, c'était solide avant d'être balayé, d'accord. Mais pourquoi l'homme est-il si fragile? Ce qui n'arrive pas chez l'animal et encore moins chez le reptile, chez le saurien, c'est qu'une lésion cérébrale chez l'homme, dans le cerveau, un caillot de sang qui bouche une artère, rien quoi, hop, il est mort. S'il était important que l'homme vive avec ce cerveau perfectionné, le néocortex ajouté, s'il était important qu'il vive comme ça, il serait génétiquement, je le pense, constitué, fait autrement. Solidement armé, comme ces reptiles qui ont régné 20 millions d'années, alors que l'homme ne règne que depuis quelques millions, tout petits millions d'années. Alors,
Les animaux, les mammifères, eux ne craignent pas la maladie, ils sont solidement armés, surtout les mammifères sauvages. Alors, c'est que l'homme doit mourir. Et pourquoi? Puisqu'il a un cerveau complexe qui se modifie. Pourquoi arriver gratuitement comme ça, à construire quelque chose et à l'écrouler? Non, c'est parce il doit mourir l'homme et qu'il est modifiable, qu'il est transitoire, mutatoire, qu'il n'est pas terminé. L'homme n'est pas terminé. Nous sommes en évolution. Superbe de plonger en arrière, voir qui nous sommes, d'où nous venons, ce qui se passe, et en même temps de participer en claire lumière à ce qui arrive. Et tout se fait dans cet état expérimental du dedans dehors, qu'on appelle ici et maintenant. Toutes les formes d'expression, d'études, et je les connais, je les aime. La philosophie, j'aime la philosophie, dans ce cas-là, d'essentiel, d'ancien, celle des présocratiques. La philosophie est importante. Elle va travailler sur la pensée, important, et sur le langage, pour les ramener à l'être. C'est Parménide, c'est Anaxagore, c'est Héraclite. Les ramener à l'être. Toujours le même voyage qu'on peut faire à différents niveaux de nous-mêmes. La musique va t'aider aussi pour ça. Alors travaillons sur nos rêves et retournons à l'ancien cerveau, à celui des origines. Quant à ceux qui utilisent des drogues, je leur dirais faites attention. Je parle pas des camés. Je parle des gens qui font des expériences sur leur propre cerveau, ok? Il y a des drogues dangereuses. Et je citerai l'une des plus dangereuses que j'ai utilisées pendant des années, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années quand même, mais qui laisse des séquelles, des trucs, c'est sûr, et qui ouvrent peut-être... Bon, j'ai cité quoi? Les amphétamines. Les amphétamines, c'est une substance que tu as déjà à l'état naturel dans le cerveau, qui se fixe aussitôt dès que tu les prends, dès que tu bouffes des maxitons, des kynortines, des coridranes, je parle des vieux trucs, là, je sais pas ce qu'il y a eu depuis, ou des mogadons, ou des xédrines, etc., par plaquette ou par tube. Moi, je bouffais le coridrane par 20 comprimés à la fois, ok, c'était dans les années 65, 66, 67. Je l'ai bouffé par 20 comprimés à la fois, c'était des trucs. Alors, après, j'ai su ce qui se passait. C'est que ce qui se passe, c'est qu'entre deux neurones, tu as une synapse qui est la fente entre deux neurones par lesquelles transite l'information. Et il y a bien sûr un jeu d'inhibition et d'excitation qui ferme ou qui ouvre. Et heureusement, si tout était ouvert, t'imagines l'explosion du cerveau. Donc, c'est l'influx nerveux qui permet le passage de la synapse, de l'information qui d'une neurone va à une autre neurone. Que fait l'amphétamine? Elle ouvre le neurone sur la fente synapsique, elle fait le passage sans l'aide de l'influx nerveux, plomb, elle fonce à 200 à l'heure, à fond la caisse, elle balance l'information dans tous les sens, elle ouvre, elle brûle, elle fait le travail du napalm. Et je citerai l'exemple d'un mec qui était bourré d'amphétamine, qui roulait en bagnole et qui s'est pété la gueule, quoi. Bon, à l'hôpital, pas trop esquinté quand même. On lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Non, il roulait aux commandes d'un camion, il y avait une couchette derrière. C'était un routier américain, un jeune mec routier des années 60 qui marchait aux amphétamines. Genre Nel Cassady sur la route de Kerouac. Et ce mec en complète désintégration à l'hôpital, qui raconte ce qui se passe, il roule en camion, il est bourré d'amphétamine, et puis il est fatigué, puis il a envie de dormir, quoi. Alors il a lâché le volant, il est passé se coucher dans la couchette derrière. Et pourquoi vous lâchez le volant pour aller vous coucher derrière à 130 à l'heure sur la route? Il explique, j'ai laissé le volant au copilote, moi je suis passé derrière sur la couchette. Il était seul dans le camion. Genre de vision que te balance les amphétamines. Faites gaffe les mecs, ça se désintègre et ça crame. Et puis il y a le reste, il y a Sunshine. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Les diamants. Les diamants qui brillent dans le creux de la main, qui contiennent toute l'information génétique foudroyante. La grande santé de Dieu et sa grande bonté. Il te dit... Rocking horse people eat marshmallow pies.
Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Et si vous voulez intervenir en direct, Jean-Paul Bourg, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 93.1. Vous faites le 40 58 10 34, le 40 58 10 36, ou bien sur Minitel 36 15, vous tapez Club 1 et vous rejoignez les personnes déjà connectées. A tout de suite en direct sur l'antenne si vous le voulez bien. 40 58 10 34, 40 58 10 36 sont les numéros d'accès à cette cabine spatiale ici. Ouvrez vos hublots, nous sommes là où nous devons être. Juste. Marijuana. Exhibit A. Coming in from London from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Yeah, there's a guy with a ticket to Mexico. No, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling said it was a Lone Ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Tripping on the escalator, there's a man in the line and she's blowing his mind, thinking that it's already made her. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Yeah, it's far out, man. I don't know, like how many of you can dig how many people there are, man. Like I was rapping to the Fuzz. Right, can you dig it? Man, there's supposed to be 1.5 million people here by tonight. Can you dig that? New York State Thruway is closed, man. Yeah, a lot of freaks.